Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur 2 siècles d'électricité, dans laquelle je vais présenter comment produire de l'électricité. La production d'électricité est liée à un domaine de la physique qui est l'électromagnétisme, qui va connaître en 1820 un changement majeur. Avant 1820, les physiciens avaient étudié les propriétés électriques de la matière, notamment avec les travaux de Coulomb et de Benjamin Franklin, et connaissaient également les propriétés magnétiques de certains matériaux avec les travaux de William Gilbert. En 1820 va avoir lieu une expérience appelée l'expérience d'Ørsted qui va permettre de concilier les propriétés électriques et magnétiques. Donc, cette expérience a été réalisée par un physicien danois du nom de Hans Christian Ørsted, et cette expérience consiste à utiliser un fil dans lequel on fait passer du courant et une boussole. Cette expérience, reproduite ici avec des moyens modernes, consiste à alimenter avec un courant continu un fil de cuivre. On a au préalable placé sous le fil de cuivre une aiguille aimantée, et cette aiguille posée sur un pivot s'aligne sur le champ magnétique terrestre. On aligne le fil sur l'aiguille aimantée. Et ensuite, à l'aide de l'interrupteur, on ferme le circuit pour faire passer un courant dans le fil. Au moment où j'appuie sur l'interrupteur, je constate que l'aiguille se dévie vers la gauche, ce qui signifie qu'il y a présence d'un autre champ magnétique qui fait dévier l'aiguille. Si j'ouvre mon circuit en appuyant sur l'interrupteur, je constate que l'aiguille reprend sa position initiale, que le champ magnétique qui était apparu a disparu. Si maintenant j'inverse la polarité de mon générateur, que je referme le circuit, je constate cette fois que l'aiguille est déviée de l'autre côté. Le champ magnétique créé est opposé à celui créé précédemment. Cette expérience va permettre de grandes avancées dans la théorie de l'électromagnétisme, notamment avec, en 1831, la découverte du phénomène d'induction par un physicien anglais qui se nomme Michael Faraday. Faraday réalise 2 expériences, dont une qui utilise le dispositif suivant, avec une bobine de fil de cuivre reliée à un galvanomètre, qui permet de placer à l'intérieur une bobine de cuivre plus petite qui, elle, est reliée à une pile. En déplaçant la bobine à l'intérieur de la grande bobine, il constate l'apparition d'une déviation au niveau du galvanomètre, un galvanomètre permettant de déterminer la présence de courant électrique. Cette expérience est reproduite ici avec des moyens modernes. J'utilise une bobine reliée à un oscilloscope qui me permet de visualiser la tension aux bornes de la bobine, et je vais utiliser un aimant droit que je vais approcher de la bobine. La partie rouge est le pôle nord et l'autre partie est le pôle sud. Je commence par approcher le pôle nord dans la bobine. Au moment où mon aimant se déplace vers la bobine, je vois qu'une tension positive apparaît à ces bornes. Quand mon aimant s'arrête, cette tension redevient nulle, et quand je retire l'aimant de la bobine, la tension devient négative. Si maintenant j'inverse mon aimant, je constate que j'ai le phénomène inverse. Quand j'approche l'aimant, la tension est négative, et quand j'éloigne l'aimant, la tension devient positive. Si maintenant je reprends l'aimant dans le sens initial, et que cette fois j'inverse les bornes de l'oscilloscope, je constate cette fois que quand mon aimant approche de la bobine, j'ai une tension négative, alors que quand je m'éloigne de la bobine, j'ai une tension positive. On voit que c'est le mouvement de l'aimant devant la bobine ou dans la bobine qui permet d'obtenir une tension à ces bornes. Si j'ai un mouvement de va-et-vient dans la bobine, je peux obtenir une tension alternative. Je peux également déplacer l'aimant juste devant la bobine, ce qui me donne là aussi une tension alternative. Cette production de tension alternative à l'aide d'une bobine
est le principe de l'alternateur. Je vais maintenant définir ce qu'est l'induction électromagnétique. Donc ce phénomène a été découvert en 1831 par Michael Faraday et il permet donc de convertir une énergie de mouvement en énergie électrique et réciproquement. C'est donc ce phénomène qui est utilisé pour les alternateurs électriques et qui permet donc de produire de l'électricité. La même année que la découverte du phénomène d'induction, donc toujours en 1831, va avoir lieu donc l'élaboration du premier alternateur qui va faire appel aux travaux d'André-Marie Ampère, un physicien français, et d'Hippolyte Pixii, également physicien français. Ils vont donc élaborer le premier alternateur qui ici donc à l'aide d'une manivelle permet de faire tourner un aimant en U qui fait face à deux bobines et donc de récupérer une tension alternative en sortie. Un alternateur est toujours constitué donc des mêmes éléments qui sont donc une bobine de cuivre fixe que l'on va nommer le stator, donc stator pour statique donc fixe, et un aimant ou un électroaimant, c'est-à-dire donc une bobine parcourue par un courant électrique qui sera elle mobile et donc ce que l'on appelle donc le rotor. En général donc c'est un mouvement de rotation, donc c'est pour ça qu'on l'appelle rotor. Donc on peut représenter donc par exemple ici le schéma d'une dynamo de vélo. Donc sur une dynamo de vélo, la partie qui est circulaire ici frotte contre la jante du vélo, ce qui amène un mouvement circulaire. Ce mouvement circulaire à l'aide d'un axe fait tourner donc ici un aimant et cet aimant fait face à une bobine, ce qui va permettre en sortie donc de récupérer donc d'avoir une tension électrique, donc de l'énergie électrique. L'énergie électrique qui va être produite donc, par ce système va dépendre de plusieurs paramètres. Tout d'abord donc, de la vitesse de rotation du rotor. Plus la vitesse sera élevée, plus l'énergie électrique récupérée sera grande. De l'intensité du champ magnétique généré par le rotor. Donc suivant la force de l'aimant, l'énergie électrique sera plus ou moins grande. Et également donc, des caractéristiques de la bobine. Ici, donc, c'est-à-dire le nombre d'enroulements et sa géométrie de manière générale. Un des points importants lors de l'étude d'un alternateur sera de connaître son rendement, c'est-à-dire quelle est la quantité d'énergie électrique produite pour une certaine quantité d'énergie fournie. Ce rendement donc est défini, il est noté petit r, parfois eta, donc une lettre grecque, et il est défini comme étant R égale PU sur PF, avec donc R, le rendement de l'alternateur qui est sans unité, PU, la puissance utile qui sera délivrée par l'alternateur, qui est donc la puissance électrique qui s'exprime en watts, PF, la puissance fournie à l'alternateur, donc il s'agit ici de puissance mécanique, également exprimée en watts, et donc on a R ici qui est un rapport de deux grandeurs identiques, c'est donc la raison pour laquelle il n'y a pas d'unité. Le rendement d'un alternateur est toujours inférieur à 1, il ne peut pas y avoir plus de puissance utile délivrée qu'on en a fourni, et la plupart du temps donc il est inférieur à 1, et les raisons qui font qu'il est inférieur à 1, c'est principalement dû au frottement mécanique, et également à la présence d'effet Joule qui va dissiper une partie de l'énergie sous forme d'énergie thermique.